À l'écoute de Sud FM, 12h dans le studio ici à Dakar et sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio. À la une de cette édition, hausse inédite du nombre de nouveaux décès, 13 morts en l'espace de 24 heures et un nouveau record de contamination qui dépasse de loin les 300 nouvelles infections alors que la pression s'accentue dans les services de santé avec désormais 32 cas en réanimation et pourtant les autorités mettent les bouchées doubles contre la pandémie de Covid-19 ici au Sénégal. Couvre-feu instauré, restrictions au niveau des marchés et des transports. Le marché hebdomadaire de Liberté 6 fermé ce matin. Un commerçant interpellé par la police. L'expert en coordination humanitaire a depuis jugé ces mesures liberticides et impopulaires. Vous l'entendrez, il sera l'invité de ce 12h. Autre point de l'actualité, 2 morts et 7 blessés dont 5 graves. C'est le bilan de l'accident survenu à Kell. Les précisions de Babacar Sow à suivre dans cette session d'information. Sur l'international au Maroc, la ville de Casablanca sous les eaux après de fortes intempéries. La revue de la presse de Adja Ndeye Marième Ndiaye va compléter cette édition d'information mise en onde aujourd'hui par Hassan Thioune. Les détails ici après ceci. Babacar Sam qui vous dit bonjour, bienvenue et merci d'écouter sur FM Sen Radio pour vous informer l'actualité que nous débutons avec la Covid-19. Le Sénégal a établi ce samedi un nouveau record de contamination au coronavirus avec 328 nouveaux cas en l'espace de 24 heures et une hausse inédite du nombre de nouveaux décès qui s'élève à 13 au cours des dernières 24 heures. La pression continue de s'accentuer dans les services de santé avec désormais 32 cas graves en réanimation. Suivons les précisions du directeur de la prévention au ministère de la Santé et de l'Action sociale, Dr El Hadji Mamadou Ndiaye. Sur 2555 tests réalisés, 328 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 12,84%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 120 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée et 208 cas issus de la transmission communautaire ont été répertoriés et répartis comme suit. 18 à Kaolack, 15 à Touba, 13 à Dakar Plateau, 9 au Mariste et à Ouakam, 8 à Yoff, 6 aux Almadies, à Mbour et aux Parcelles Assainies, 5 à la Médina, Rufisque, Saint-Louis, Thiès et Tivaouane, 4 à Fatick, Guédiawaye, Liberté 6, Mermoz et Ouest Foire, 3 à Amitié 2, Gibraltar, Koki, Niary Tally, Nord Foire, Pikine et Sacré-Cœur, 2 à la Cité Soprim, Dieuppeul, Diourbel, Fann Résidence, Guinguinéo, HLM Grand Yoff, Liberté 3, Patte d'Oie, Point E, Sud Foire et Ziguinchor. 1 à Amitié 3, Bambey, Cité Apix, Cité CPI, Cité Keur Gorgui, Derklé, Diakhao, Diamniadio, Grand Dakar, Hann Bel-Air, HLM Grand Médine, Joal, Kaffrine, Keur Massar, Kédougou, Khombol, Liberté 1, Liberté 4, Liberté 5, Linguère, Louga, Mamel, Mbacké, Mbao, Mékhé, Sakal, Sicap Karak, Tamba et Thiadiaye. 112 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 32 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. 13 décès ont été enregistrés ce vendredi 8 janvier 2021. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 21 000 cas ont été déclarés positifs, dont 18 128 guéris, 459 décédés et donc 2412 patients sous traitement. À l'instant, Dr El Hadji Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention au ministère de la Santé et de l'Action sociale. Il faut retenir donc le virus, la Covid-19 étend ses tentacules sur toute l'étendue du territoire sénégalais. Gestion de la crise sanitaire justement à Ziguinchor. Les autorités estiment que la situation est pour le moment maîtrisée. Le préfet interpelle cependant les populations sur la prise de conscience et de responsabilité
responsabilités pour éviter que Ziguinchor ne retombe dans une résurgence de la pandémie. Pape El Hadji Dramé, le préfet de Ziguinchor, que nous écoutons avec Niass Dey. Et c'est d'inviter aussi à plus de responsabilités la population pour que véritablement que l'on ne retombe pas dans les mêmes précipices qui peuvent nous être fatales, sinon très préjudiciables, et ils l'ont bien compris et tout le monde s'est attelé quand même à faire respecter ces mesures. Tout le monde s'est attelé aussi également à aller dans le sens d'une stabilisation de la situation pour que la situation en fait ne nous échappe et que la vie qui fait court quand même puisse continuer sans obstacle ni entrave d'aucune sorte. On interpelle la population sur le respect scrupuleux de ces mesures. Bon, oui, comme vous dites, de connaître le même sort que les régions, peut-être là, il appartient aux autorités supérieures d'en apprécier quand même l'opportunité de nous classer à la même loge que les autres. Mais tout cela, en fait, bon, je ne sais pas, pour dire que la responsabilité première nous incombe. C'est à nous également de saisir nos chances. C'est à nous également de faire le jeu des autorités supérieures. Et c'est à nous également aussi de montrer aux yeux de tout le monde notre maturité d'esprit, la maturité également des jeunes de cette région qui constituent en fait la couche la plus active. Et aussi également rassurer l'autorité, aller en fait au choix dans cette synergie d'action et aussi également montrer notre parfaite adhésion et notre soutien à l'autorité supérieure. Et sur ce, je pense que les gens, en fait, la population dans son entièreté, en fait, du moins celle qui était là-bas à leur qualité respective, l'ont très bien compris et puis en fait, ils sont engagés à aller dans le sens souhaité par les autorités supérieures et par nous-mêmes pour que véritablement la situation qui est là puisse perdurer et qu'il n'y ait pas un dépassement de situation, comme j'ai dit, qui pourrait nous être préjudiciable. Pape El Hadji Dramé, préfet de Ziguinchor, qui interpelle les populations sur la prise de conscience et de responsabilité pour éviter que Ziguinchor ne retombe dans une résurgence de la pandémie. Pendant ce temps, le respect des gestes barrières à l'université Gaston Berger de Saint-Louis laisse à désirer malgré les dispositions prises par les autorités académiques. Les étudiants éprouvent d'énormes difficultés pour suivre à la lettre les mesures édictées. Beaucoup de facteurs sont pointés du doigt. Babacar Diong est le secrétaire général de la commission sociale des étudiants de Saint-Louis. Il est joint par Ndeye Mariam Ndiaye. Je prends l'exemple du restaurant universitaire où il y a une disposition des tables aujourd'hui qui devait permettre aux étudiants de respecter la distanciation sociale, le port de masque qui est obligatoire à l'entrée, ainsi que voilà, les gels qui sont posés devant et autres. Donc même au niveau des villages universitaires aussi, il y avait des dispositifs qui étaient posés comme les lavages pour le lavage des mains et autres. Mais bon, il faut comprendre aussi que là où il y a quand même cet accompagnement minimal, c'est dans une université où les gens débordent. Il y a un nombre pléthorique de monde, donc ce sera très difficile de faire respecter ces choses malgré la volonté des autres et de la commission sociale même. Donc l'exemple le plus patent, c'est le restaurant universitaire, comme j'ai dit. Il y a certes une disposition qui a été mise en place, mais quand on voit le nombre d'étudiants qui doivent entrer au niveau du réseau, des fois on comprend que les mesures ne puissent être strictement, même si, comme j'ai dit, des efforts sont en train quand même d'être faits et consentis dans. Et maintenant, dites-nous à votre niveau, qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour un peu remédier à cette situation? Je pense que la commission sociale est dans ça depuis le début de la pandémie. Donc, pour un très très bref historique, quand on prend l'action de la forte somme qu'on a eu à mobiliser avec les étudiants, quand on prend les vidéos qu'on a eu à faire dans la sensibilisation, et quand on prend même les affiches et les supports de communication qui ont été établis et mis au niveau du campus au retour des étudiants, ça montre à combien on est impliqué aujourd'hui dans la sensibilisation de cette pandémie. Et pourtant, les autorités mettent les bouchées doubles contre la pandémie. D'ailleurs, le marché hebdomadaire de Liberté 6 a été fermé ce matin. Aucune activité sur place. Une décision des autorités qui irrite les vendeurs venus très nombreux sur place pour exprimer leur mécontentement. Ils demandent, ces vendeurs, la reprise du commerce, mais aussi la libération de leurs camarades interpellés ce matin par les forces de l'ordre. Josette Kali.
C'est des vendeurs de Louma très remontés qui se sont donné rendez-vous au rond-point Liberté 6 et environ pour fustiger le manque d'attention des autorités à leur endroit. Ils disent non aux décisions impartiales dont ils sont toujours victimes. Alassane Gueye. A dénoncé une injustice. Ça, c'est une injustice. Le virus est là pour tout le monde. La jeunesse n'a rien demandé à ce président. On n'a rien demandé. Mettez les Sénégalais au même pied d'égalité. Il n'y a pas dans ce monde deux pays de Sénégal. Il ne faut pas y avoir deux types de Sénégalais. On est tous des Sénégalais. On doit être soumis tous au même pied d'égalité. C'est ce qu'on veut et c'est ce qu'on réclame. Depuis tout ce temps, on n'a jamais vu un marchand ambulant manifester. Donc il ne faut pas qu'il nous pousse à manifester. C'est ça. Avec cette conjoncture, ils ne demandent qu'une chose, travailler. Toutes les structures ont obtenu leur subvention. Nous, on n'a rien demandé. On veut juste qu'il nous reste travailler. C'est ça qu'on veut. Récemment, on a vu Mansour Faye regrouper ses partisans. Il y avait un rassemblement là-bas et rien n'est fait. Nous, on demande que travailler. On ne demande rien, on ne demande rien. On veut juste travailler. Il lance un appel au chef de l'État pour un dialogue afin de ne pas encore subir 3 mois de disette comme lors de la première vague du coronavirus. Nous, on veut juste qu'on se dialogue. Nous lançons un message au président de la République qu'il revoie ces mesures parce que c'est un peu dur. On est resté plus de 3 mois sans travailler, on n'a rien dit. Mais cette fois-ci, on lui demande de vraiment nous comprendre quoi. On est fatigué. On a des femmes et des enfants à nourrir. Il y a des femmes qui sont ici, ce sont des veuves. Elles se débrouillent pour nourrir leur famille. Il y a des hommes qui sont ici, ils vivent du jour au lendemain. Il faut qu'ils sachent ça. Il faut qu'ils revoient ses conseillers. Toujours rassemblés devant les locaux du groupe Walfadjri, ils demandent la libération de Alioune Saro, un des leurs arrêté par les forces de l'ordre. Ce n'est pas normal qu'il tienne notre camarade sans qu'on sache de quoi il est arrêté. Ce pays est un pays de droit. Ce que nous réclamons, c'est qu'on le libère. D'art. Tout ceci, tout de suite. Libérez. État d'urgence assorti de couvre-feu, restrictions au niveau des marchés et des transports, entre autres mesures prises par les autorités pour freiner la pandémie. Des mesures liberticides et jugées impopulaires par Adepouy, expert en coordination humanitaire. Il demande plutôt à nos dirigeants de mettre l'accent sur le contrôle de la mortalité liée à la pandémie. Je vous propose de l'écouter chez les joints par Ndeye Mariam Ndiaye. Les conditions dans lesquelles on veut faire respecter l'état d'urgence, c'est des mesures liberticides qui sont en train d'être développées au niveau du Sénégal. Comment dans un pays comme le Sénégal, où l'économie nocturne représente, on peut dire, 30 à 45% de l'économie nationale. Je m'explique. Tout ce qui tourne autour des gargotes, des restaurants, des hôtels. Imaginez tous ces jeunes qui sont en train de se battre dans la rue pour essayer de survivre en vendant des chaussures, en vendant disons des brochettes, en vendant comment on appelle ça, les bouillies. Tout ce qui tourne autour de la vie nocturne est aujourd'hui paralysé. Donc c'est pourquoi je pense, de mon point de vue, c'est une mesure liberticide qui est contre-productive. Il y a d'autres mesures qui auraient pu être prises en respectant quand même le contexte socio-culturel dans lequel on évolue. Premièrement, je pense qu'on sait le véritable problème qu'il y a aujourd'hui, c'est de réduire la mortalité qui est liée à la Covid-19. Tout ce qu'on dit là en termes de, infection, contamination et tout ça, c'est bien beau. Mais je pense que comme on a un taux de guérison extrêmement élevé par rapport à la moyenne internationale, c'est important qu'on mette l'accent sur contrôler et réduire au maximum la mortalité liée à la Covid. Depuis expert en coordination humanitaire, il sera l'invité de ce 12h. La gestion de la Covid-19 dans les établissements scolaires est décriée par les syndicats membres du G20, raison pour laquelle il demande au ministre de l'Éducation nationale de veiller à l'application stricte du protocole sanitaire. Le G20 n'écarte pas d'appeler les enseignants à une grève. Momodou Tamba, le coordonnateur du G20, avec Ndeye Mariam Ndiaye. Le G20 rappelle à l'opinion publique nationale et internationale que son préavis de grève qu'il a déposé le 17 décembre 2020 arrive à expiration le 17 janvier prochain. Passé cette date, il se réserve le droit d'utiliser tous les moyens syndicaux possibles pour amener notre gouvernement à satisfaire sa plateforme revendicative.
sous un autre registre, face à l'incapacité du ministre de l'Éducation nationale à gérer efficacement la crise sanitaire à Covid-19 dans tous les établissements scolaires de notre pays, mettant ainsi constamment en danger élèves, enseignants et familles, le G20 dit clairement que si le ministre de l'Éducation nationale ne fait pas d'efforts supplémentaires significatifs dans un bref délai pour faire appliquer les protocoles sanitaires et pédagogiques dans tous les établissements et sur toute l'étendue du territoire national, le G20 n'écarte pas d'appeler les enseignants à une grève sur ce point précis pour protéger les élèves, les enseignants, les parents et donc toute la communauté contre la propagation inquiétante de la Covid-19. Et puis, donc, c'était à l'instant Mamadou Tamba, le coordonnateur du G20 avec Ndeye Marième Ndiaye, donc le G20 qui dénonce la mauvaise gestion de la pandémie dans les établissements scolaires. Le groupe des 20 syndicats n'écarte pas d'aller en grève. Et puis nous allons parler toujours de la Covid-19. Cette fois-ci, c'est la gendarmerie à Thiès. La gendarmerie a dispersé ce matin le marché hebdomadaire de Touba à Toul. Nous y reviendrons avec notre correspondant à Thiès, Babacar Ndaw, dans nos prochaines éditions. Exactement 12h16 à Sud FM. 2 morts et 7 blessés, dont 5 dans un état grave. C'est le bilan de l'accident de la circulation survenu à Kell. Un camionneur a violemment heurté un groupe de jeunes lycéens. Babacar Sow. La route a encore tué 2 morts et 7 blessés, dont 5 dans un état grave. C'est le bilan de l'accident de la circulation survenu hier vers 20h sur l'axe Kell-Ndand. Un camion frigorifique provenant de Saint-Louis a percuté un groupe de jeunes élèves du lycée de Kell, tuant 2 de ses élèves, une fille de 22 ans domiciliée au village de Botte-Forage, tuée sur le coup, et une autre âgée aussi de 22 ans qui a finalement succombé à ses blessures. Selon les villageois témoins de l'accident de la circulation, le camionneur qui roulait à vive allure a perdu le contrôle de son volant et a percuté violemment le groupe de ses filles qui rentraient tranquillement chez elles après les cours avant de percuter violemment un arbre. Le conducteur, dans un état critique, a été admis d'abord à l'hôpital Méké avant son acheminement à Dakar. Les 5 autres filles blessées dans cet accident sont aussi internées à Méké. Tivaouane, Babacar Sow, depuis Ngaye Méké pour Sud FM. Babacar Sow à Tambacounda, moins d'une semaine après l'accident ayant coûté la vie à un de leurs confrères, la section Tambacounda des pharmaciens du Sénégal invite les pouvoirs publics centraux à revoir leur copie en matière de gestion de la sécurité le long de la nationale numéro 1, devenue davantage accidentogène du fait de l'indiscipline de certains usagers. Son coordonnateur, Dr Samba Salif Diallo, propose des patrouilles régulières des brigades routières pour mettre la pression sur les chauffeurs. Il réagit ici au micro de Boubacar Tamba. Moi, je crois que la sécurité devait être gérée autrement. Que les chargés de cette sécurité-là essaient de mettre les moyens à la disposition des brigades routières. Il faut que les gens roulent constamment, que ces forces de sécurité-là roulent constamment sur la route. Exemple, nous sommes à Tambacounda. Entre Tambacounda et Koussanar, il faut qu'ils fassent des allers-retours, qu'ils soient fréquemment sur la route, qu'ils ne soient pas stationnés quelque part. Vous parlez des motards? Des motards, voilà, la brigade routière, je veux dire. Les motards, en général, c'est les motards. Si par exemple, moi, je roule sur cet axe-là et que je sais qu'à l'entrée de Sinthioumalem, ils sont là-bas, mais arrivé à l'entrée de Sinthioumalem, je suis correct. Si je crois qu'ils sont fréquemment présents sur la route, ils roulent, et que peut-être dans 5 minutes ou 10 minutes, je pourrais les rencontrer, mais je serai très prudent. Je ne ferai pas du n'importe quoi. Qu'ils positionnent une équipe, par exemple, tous les 50 km ou bien tous les 100 km. Par exemple, entre Koussanar et Tamba, c'est 50 km. Entre Koussanar et Koupentoum, c'est 50 km. Une équipe entre Koussanar et Tamba, une équipe entre Koussanar et Koupentoum, une équipe entre Koupentoum et peut-être Kaffrine, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Qu'ils le fassent partout. C'est de cette manière seulement qu'ils peuvent dissuader les conducteurs pour qu'ils reviennent quand même à une certaine discipline. Mais sinon, quand même, ce qui se passe sur la route là, c'est de n'importe quoi et tout le monde est exposé. Tu peux même être correct, tu conduis correctement, mais il y a un autre qui vient de manière incorrecte, qui double en 3e position, qui double dans un virage et puis qui tombe sur toi alors que tu es là avec ta famille dans le véhicule. Et bon, tout est parti.
Dans le sud du pays, éradiquer les tracasseries au niveau des frontières et uniformiser, autant pour moi, les procédures en matière de libre circulation, des thématiques au cœur d'une rencontre tenue à Ziguinchor où les forces de sécurité et de défense des trois pays, la Guinée-Bissau, la Gambie et le Sénégal, se sont retrouvés. Une façon de prôner la CEDEAO des peuples. Ignace Dey. Police des frontières, douane de la Guinée-Bissau, du Sénégal et de la Gambie et transporteurs des trois pays se sont retrouvés à Ziguinchor ces derniers temps pour dégager les mécanismes d'une pacification au niveau des frontières. Une façon pour les différents acteurs d'uniformiser les procédures en matière de libre circulation des personnes et des biens face aux nombreuses tracasseries souvent notées dans ces frontières. Une frontière qui devrait apparaître comme un trait d'union, selon Souleymane Baro, chargé de programme à Indakasik. Mais la frontière devrait apparaître comme étant un pont, un trait d'union, mais également un espace d'application des textes communautaires. Donc nous avons presque le même passé commun. Si nous avons des ressources de part et d'autre de nos frontières, il faudrait mettre des mécanismes de résolution des différentes crises qui pourraient apparaître d'une incompréhension d'un pays ou à un autre. Donc c'est de créer un espace où il faut inviter également les communautés locales qui pourront venir expérimenter les différentes pratiques qu'ils ont eu à mettre en place dans le passé pour pacifier un peu cet espace qui se trouve être la frontière. La CEDEAO des peuples, c'est ce que prône le mouvement Vision Citoyenne dont le président se désole surtout de ces nombreuses tracasseries au niveau des frontières. Aujourd'hui, nous devrions voir en réalité la CEDEAO des peuples. Pensons qu'aujourd'hui, la CEDEAO des peuples doit être régie, la CEDEAO des peuples doit voir le jour. C'est très difficile et nous voyons ici, même les camions guinéens, pour rentrer en Guinée, ça pose des problèmes. Les chauffeurs risquent de passer des jours et des jours ici au niveau des 54 mètres. La circulation des personnes et des biens doit être une réalité sur le terrain, doit être une vérité sur le terrain. Et nous, c'est à cela que nous prenons en tant qu'acteurs de la société civile. En attendant la mise en œuvre de ces procédures, la circulation au niveau des frontières dans ces trois pays reste parfois un véritable casse-tête pour les populations qui font face à de nombreuses tracasseries. Ziguinchor, Ignace Dey, Sud FM. Sud International. Que nous mènons au Mali, chez la ville de Casablanca, sous les eaux après de fortes intempéries. Le Maroc est sous une pluie torrentielle depuis le début de la semaine. La capitale économique Casablanca est particulièrement touchée. Cela a commencé à créer des dégâts et même à créer des coupures d'électricité dans certains immeubles, certains quartiers également. Dans certains quartiers populaires, il y a des routes qu'on ne peut plus emprunter. Cela pose des problèmes pour les déplacements. Les habitants critiquent les autorités pour les problèmes liés à l'écoulement des eaux. Couvre-feu Covid-19 en France, couvre-feu à 18h dans le Cher et en Côte d'Or. Le couvre-feu est avancé donc à 18h à partir du dimanche 10 janvier dans le Cher et en Côte d'Or en raison de l'accélération de l'épidémie de Covid-19 dans ces départements français. Déjà en vigueur dans 15 départements depuis une semaine, le couvre-feu avancé pourrait être dans 10 autres dont le Bas-Rhin. En vertu de cet arrêté, les commerces devront fermer à 18h et la vente à emporter sera interdite après cette heure. Les livraisons à domicile restent toutefois possibles. Aux États-Unis, l'investiture de Joe Biden ne se fera sans Donald Trump. Le président sortant a annoncé sur les réseaux sociaux qu'il ne participerait pas à la cérémonie d'investiture de Joe Biden le 20 janvier à Washington. Les chefs de l'opposition au Congrès qualifie Trump donc de déséquilibré. Nancy Pelosi et Chuck Schumer prévoient donc de lancer dès lundi une nouvelle procédure d'impeachment. Ils demandent aussi au vice-président Mike Pence d'invoquer le 25e amendement. Cet article de la Constitution prévoit de destituer le président s'il est jugé inapte par une majorité de son cabinet. Et nous allons parler de la Ligue 1 sénégalaise football, évidemment. Aujourd'hui, au menu, au centre Toubab Dialaw, NGB Niary Tally va recevoir Douane.
Et puis Mbour Petite Côte, Djambar, demain dimanche vous aurez les affiches Casa Sport Ndiambour, Génération Foot qui va accueillir Stade de Mbour, Pikine qui va recevoir Gorée, Sneps qui va en découdre avec Teungueth FC justement, et nous allons parler de la Ligue africaine des champions. L'équipe de Teungueth FC qualifiée pour la première fois en phase de poule de la Ligue africaine des champions aura fort à faire pour le reste de la compétition, car le tirage au sort l'a placé dans le même groupe que 3 grands clubs d'Afrique du Nord, l'Espérance de Tunis, le Zamalek du Caire et le MC Alger. Les précisions ou bien même l'analyse de Salif Diallo que je vous propose d'écouter avec Ndeye Mahim Ndiaye. Bon, d'abord, il faut rappeler que toutes ces 3 équipes, que ce soit le Mouloudia, que ce soit l'Espérance de Tunis ou le Zamalek, ils ont été tous champions d'Afrique. Hein. L'équipe de l'Espérance avait gagné la Ligue des champions en 2018 et en 2019. Pour vous dire un peu, pour avoir une idée un peu de l'adversité qu'il y a dans Teungueth FC. Mais en fait, en se qualifiant déjà, Teungueth FC savait que c'était sa première expérience à ce niveau-là, donc que cette équipe-là va tomber sur de gros morceaux. Là, il est largement outsider. Mais le problème, c'est que cette équipe n'a rien à perdre. Cette équipe sénégalaise n'a rien à perdre. Donc, ils vont jouer le coup à fond. Hein. Mais vraiment, ils sont loin d'être des favoris dans ce pool-là. Au contraire, les équipes-là sont largement au-dessus de Teungueth FC. Et le football, c'est le seul sport où ce n'est pas les meilleurs qui gagnent. Donc, ils vont jouer le coup à fond parce que justement, ils n'ont rien à perdre, ils ont tout à gagner lors de ces confrontations-là contre ces équipes. Salif Diallo sur le groupe de Teungueth FC. Et puis en Europe, Ligue 1 française, Montpellier affronte ce soir Nantes, Metz va recevoir Nice, Reims va accueillir Saint-Etienne, Paris Saint-Germain va en découdre avec Brest. Et puis vous aurez également Monaco, Angers et Dijon qui va accueillir Marseille. Sud Midi. L'invité. Il s'agit d'Adapuy, expert en coordination humanitaire. Il parle bien sûr des mesures prises par les autorités pour freiner la pandémie, des mesures liberticides jugées impopulaires. Nous l'écoutons avec Ndeye Mahim Ndiaye. Nous sommes avec Adapuy, vous êtes expert en coordination humanitaire. Depuis donc quelque temps, beaucoup de mesures sont prises pour une bonne riposte concernant donc la pandémie de Covid-19. Selon vous, comment vous jugez ces mesures, si l'on sait que d'abord c'est le président de la République qui déclare en premier temps l'état d'urgence assorti d'un couvre-feu. Ensuite, les ministres viennent chacun à leur tour pour aussi prendre des mesures. Selon vous, comment vous jugez cette façon de faire? Je pense qu'il y a 2 aspects que je voulais un peu signaler. J'avais déjà indiqué dans un de mes articles que l'état d'urgence en soi est contre-productif. Dans la mesure où les conditions dans lesquelles on veut faire respecter l'état d'urgence, c'est des mesures liberticides qui sont en train d'être développées au niveau du Sénégal. Ce qui est dramatique, de mon point de vue, c'est le fait qu'on rue sur les brancards en essayant de faire du mimétisme. Si la France décide de prendre des mesures sur l'état d'urgence ou le confinement, automatiquement le Sénégal essaie d'adopter les mêmes mesures. Alors que les conditions sociopolitiques ne sont pas les mêmes. Je veux dire, autant en France, il y a toutes les infrastructures nécessaires pour accompagner, si vous voulez, des mesures comme l'état d'urgence. Mais parallèlement, ici, je veux dire, tout le monde vit dans l'informel. 90% des gens vivent de l'informel. Donc comment dans un pays comme le Sénégal, où l'économie nocturne représente, on peut dire, 30 à 45% de l'économie nationale. Je m'explique. Tout ce qui tourne autour des gargotes, des restaurants, des hôtels. Imaginez tous ces jeunes qui sont en train de se battre dans la rue pour essayer de survivre en vendant des chaussures, en vendant, disons, des brochettes, en vendant comment on appelle ça, les bouillies. Tout ce qui tourne autour de la vie nocturne est aujourd'hui paralysé. Donc c'est pourquoi je pense, de mon point de vue, c'est une mesure liberticide qui est contre-productive. Il y a d'autres mesures qui auraient pu être prises en respectant quand même le contexte socio-culturel dans lequel on évolue.
Premièrement, je pense qu'on sait le véritable problème qu'il y a aujourd'hui, c'est de réduire la mortalité qui est liée à la Covid-19. Tout ce qu'on dit là en termes de, infection, contamination et tout ça là, c'est bien beau. Mais je pense que comme on a un taux de guérison extrêmement élevé par rapport à la moyenne internationale, c'est important qu'on mette l'accent sur contrôler et réduire au maximum la mortalité liée à la Covid. Alors, dites-nous, comment faire donc pour réduire cette mortalité? On sait effectivement qu'il y a des gens qui ont des comorbidités. On parle de gens qui ont plus de 60 ans. On sait qu'au Sénégal, on compte plus de 650 000 personnes qui sont âgées de plus de 60 ans. Ces personnes, il faut les protéger. Et comment les protéger? Il faut décentraliser et disponibiliser, si vous voulez, le système de dépistage. Je vous dis, si aujourd'hui, dans chaque quartier, on peut mettre en place des centres de dépistage volontaires et gratuits, à l'image de ce qui a été fait avec le sida. Donc je pense que ça allait nous permettre au moins de continuer d'identifier véritablement où sont les sources d'infection de la Covid, mais essayer aussi de protéger davantage les personnes qui sont âgées. Donc parce qu'on parle de comorbidité, on sait exactement le nombre, quel est le pourcentage de gens qui sont dans la population qui ont une hypertension, par exemple. On connaît le nombre de gens qui sont, par exemple, infectés, qui ont, comment on appelle ça encore, qui ont le diabète. Il y a un pourcentage. Ça, c'est des éléments d'épidémiologie. Focalisons-nous sur ce qui existe. C'est-à-dire, l'existence, c'est les personnes âgées, c'est les personnes qui ont les comorbidités, à savoir le diabète, l'hypertension, et essayons de décentraliser au maximum les actions au niveau communautaire. Quand je dis action au communautaire, le quartier, c'est une entité. Il faut travailler autour du quartier. Si dans chaque quartier, il y a un centre de dépistage, si dans chaque quartier, il y a tous les mécanismes d'identification des personnes à risque, qu'on dise, par exemple, à la Padoue, il y a peut-être 20% des personnes qui sont âgées de plus de 60 ans. Donc, essayons de travailler sur ces entités qu'on maîtrise. Je pense que c'est comme ça qu'on pourra inverser un peu les temps. Mais faire, prendre cette mesure-là, qui consiste à vouloir sauver des vies, en essayant doter la possibilité des gens de survivre, ça également, c'est un problème sérieux. Et ce qui me désole le plus, c'est vraiment le caractère autoritaire et liberticide de cette mesure. État d'urgence, c'est la deuxième fois depuis 2019 qu'on déclare un état d'urgence. C'est inadmissible, c'est inacceptable du point de vue de la gouvernance, du point de vue de la démocratie et du point de vue du respect des droits de l'homme. Donc moi, c'est un peu le sentiment que j'ai par rapport à cette question. Ada Pouye, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes expert en coordination humanitaire. Babacar Samb. C'est la fin de cette session d'information, mais je vous rappelle la principale information, c'est cette hausse inédite du nombre de nouveaux décès, 13 morts en l'espace de 24 heures et un nouveau record de contamination qui dépasse de loin les 300 nouvelles infections au nouveau coronavirus. À partir de 13h, vous aurez Adam Ndione pour le journal Wolof. D'ici là, portez-vous bien.